Et si le ré majeur était un accident? Salut mes petits riffologues! Bienvenue dans Riffologie Culte, l'émission où l'on dissèque les riffs les plus mémorables de l'histoire de la guitare. Aujourd'hui, on va parler d'un riff que tout le monde croit connaître. Sweet Child of Mine des Guns N' Roses. Un riff devenu culte, appris par des générations de guitaristes, analysé, décortiqué, théorisé. Mais on va surtout se poser une question simple. Et si ce riff n'avait jamais été pensé, mais simplement trouvé? Prêt? Alors, affûtez vos médiators, musclez vos petits doigts, ouvrez grand vos oreilles. Ça va riffer. Début des années 80, la musique change de nature. En 1981, MTV débarque. Le premier clip diffusé s'appelle Video Kill the Radio Star. Au passage, j'ai toujours le 45 tours. Et comment on fait pour écouter ce truc-là? Il n'y a pas de Bluetooth là-dessus. C'est préhistorique ton truc. Mais donne-moi ça, sombre nigo, bien sûr. Je vais sortir mon gramophone aussi. Le message est clair. Désormais, la musique se regarde autant qu'elle s'écoute. Très vite, MTV impose ses codes. L'image devient centrale. Le clip devient un outil de succès. Michael Jackson, avec son clip Thriller, change la donne. Le clip est maintenant une œuvre d'art à part entière. À tel point qu'en 2009, il est devenu le premier vidéoclip intronisé au National Film Registry en raison de son importante valeur culturelle, historique ou esthétique. On parle même d'une génération MTV. Une époque où pour exister, il faut autant marquer les yeux que les oreilles. Fin des années 80, le paysage explose. Le rock n'a pas disparu, mais il a changé de visage. À l'écran, tu vois des groupes impeccables, coiffés, maquillés, brillants, des refrains énormes, des solos léchés, des batteries gigantesques. Le rock est devenu spectaculaire. Des groupes comme Bon Jovi, Poison, Mötley Crüe dominent les écrans. C'est le règne du glam, du air metal. Le rock est fun, festif, parfois un peu trop propre. En parallèle, ailleurs, ça conne plus fort. Des groupes comme Metallica, Slayer, Megadeth poussent le curseur vers quelque chose de plus extrême, plus rapide, plus agressif. Et puis, il y a le reste du paysage. La pop est envahie par les synthés et les boîtes à rythme. Bref, la fin des années 80, c'est un monde musical très riche, mais aussi très compartimenté. Et au milieu de tout ça, certains groupes plus anciens reviennent sur le devant de la scène. Comme Aerosmith, qui retrouve une vraie dynamique après sa signature chez Geffen Records. Et ça veut dire une chose importante. L'industrie recommence à croire au rock. Mais elle cherche encore sous quelle forme. Et c'est exactement dans ce décor-là, entre rock trop propre, métal trop extrême et pop ultra synthétique, qu'un groupe arrive avec une autre proposition. Pas vraiment glam, pas vraiment métal, pas vraiment poli non plus. Ce groupe, c'est Guns N' Roses. Et quand Appetite for Destruction sort le 21 juillet 1987, il ne débarque pas dans le vide. Il débarque dans un paysage musical qui avait oublié ce que voulait dire danger. Et ce mot-là, danger, il est déjà là, même dans les détails. Prenez un truc tout bête, le surnom de Slash. À la base, ça n'a rien à voir avec la guitare. Quand il était gamin, le père de son meilleur ami l'appelait Slash. En anglais, ça veut dire trancher, filer, passer en coup de vent.
Pourquoi ? Parce qu'il était toujours pressé. Il n'avait jamais le temps de discuter. Il passait et il repartait aussitôt. Et ce qui est fou, c'est que ce surnom, lui, colle à la peau avant la musique, avant d'être un guitar héros. Slash, c'est juste un gamin insaisissable, toujours en mouvement, qui traverse les choses sans demander la permission. Et c'est exactement cette énergie-là que Guns N' Roses va injecter dans un paysage musical devenu trop sage. En 1986, Guns N' Roses a déjà assez de morceaux pour faire un album. Appetite for Destruction est pratiquement terminé. Mais leur manager, Tom Zutaut, sent qu'il manque encore quelque chose de différent. C'est dans ce contexte que naît Sweet Child O' Mine. Quand Tom fait écouter le titre à Mark Hunter, responsable artistique chez Geffen Records, la réaction est immédiate. Parfait, c'est exactement ce qu'il leur faut. On lance la pré-production. Le problème, c'est que le groupe reste totalement rejeté par le système. Les radios refusent de diffuser l'album, à part quelques rares stations de heavy metal comme KNSC. MTV a décidé de ne jamais programmer Guns N' Roses. Si la chaîne avait le malheur de passer ce groupe, John Malone, qui dirige TCI et qui est alors l'un des hommes les plus influents des médias américains, la retirerait de son réseau de télévision câblée. Car celui-ci voyait dans le groupe une menace pour les bons chrétiens. Résultat, le groupe remplit des salles de 10 000 personnes en tournée. Mais les ventes stagnent. Après un an, Appetite for Destruction plafonne à 200 000 exemplaires. Pour l'industrie, c'est un échec. À ce moment-là, tout peut s'arrêter. Tom Zutaut, leur manager de l'époque, est également directeur artistique chez Geffen Records. Il appelle David Geffen pour forcer le destin, car il sait que David a des amis chez MTV. Geffen intervient auprès de MTV pour obtenir une faveur et obtient un accord, mais pour une diffusion unique. Une seule de Welcome to the Jungle, à une heure où personne ne regarde. 4 heures du matin à New York, 1 heure du matin à Los Angeles. Cette nuit-là, le groupe fait la fête. Une vraie fête à la Guns N' Roses. Les uns se shootent à l'héroïne dans la cuisine et les autres boivent de la bière et du whisky. Tom Zutaut sort pour acheter des rations de cookies et de lait. Tout le monde aime ça, même les gens qui boivent et se droguent. Il va être 23 heures, le clip va bientôt passer quand on frappe à la porte. C'est la police du comté de Los Angeles qui vient suite aux plaintes pour tapage nocturne. Tom a juste le temps de prévenir le groupe de se débarrasser des substances problématiques aux toilettes, avant de faire entrer les policiers qui découvrent le groupe sur le canapé, buvant du lait et se goinfrant de cookies. Bref, ils se demandent pourquoi ils sont là et repartent. Finalement, 3 heures du matin, Tom se réveille. Il a reçu des tas de messages. C'est Al Curry, complètement survolté, qui lui dit que le standard de MTV a explosé après la diffusion du clip des Guns, qu'ils vont les reprogrammer. À partir de ce moment-là, tout bascule. Les ventes décollent. Et finalement, Tom Zutaut propose de faire le clip de Sweet Child O' Mine. Et malgré ces 7 minutes, la chanson est en tête des charts. Le titre devient numéro 1, passant même sur les stations pop, ce qui leur a permis de toucher un autre public. Bref, s'il n'y avait pas eu cette unique opportunité sur MTV, les Guns n'auraient peut-être jamais connu le succès. Car à cette époque, aucune carrière ne pouvait se faire sans MTV. Mais au fait, de quoi parle Sweet Child O' Mine ? De Erin Everly, sa petite amie de l'époque, qui deviendra sa femme en 1990. Et excusez du peu, elle est la fille de Don Everly des Everly Brothers, ce duo mythique des années 60 qui a profondément marqué la country et le rock. Erin Everly comprenait Axl mieux que la plupart des gens. Elle aussi venait d'une enfance compliquée.
Ils partageaient ce même bagage, ces failles invisibles. Celles qui ne se voient pas tout de suite, mais qui rapprochent. Ce qu'ils ont vécu, ce n'était pas une romance de magazine. C'était une histoire intense, passionnelle. Parfois trop. Slash explique un truc très révélateur sur sa manière de jouer. Quand il bosse son instrument, il n'aime pas pratiquer des exercices communs qui ne sont pas musicaux. Au lieu de faire des gammes ou des exercices évidents, il préfère tout de suite trouver une idée qui l'emmène ailleurs. Et même aujourd'hui, il fonctionne encore comme ça. Il invente des petites mélodies à lui, qui lui délient les doigts, mais surtout qui sonnent bien. C'est exactement comme ça qu'est né le riff de Sweet Child O' Mine. Quoi? Eh mais qu'est-ce que tu joues, mec? Oh, une connerie. Ah mais vas-y, continue. Pour comprendre le son de Sweet Child O' Mine, il faut oublier tout de suite l'idée d'un son compliqué ou ultra traité. Sur Appetite for Destruction, le son de Slash repose sur une formule très directe. Les Paul, Marshall. À cette époque, Slash ne joue pas sur une Gibson Les Paul de série, mais principalement sur une réplique de Les Paul 1959 construite par le luthier Chris Deering. C'est cette guitare qu'on entend sur l'essentiel de l'album. Côté amplification, le grain vient d'une tête Marshall de location, modifiée par le technicien Frank Levy. Le point clé, confirmé par le producteur Mike Link, c'est que le grain vient de l'ampli, pas d'une pédale d'overdrive. Le son de l'intro de Sweet Child O' Mine, c'est un crunch d'ampli à lampe réglé juste au point de rupture. Un son qui reste défini quand on joue doucement et qui commence à saturer dès que l'attaque devient plus franche. C'est volontairement un réglage intermédiaire, parce que le riff est basé sur des arpèges. Trop clean, il serait plat, trop saturé, il deviendrait brouillon. Côté effet, toujours selon Mike Link, l'approche reste minimale. Une Wah Dunlop Crybaby, une MXR Analog Chorus et surtout une reverb numérique Roland. Notamment le SRV 2000, utilisé largement sur les guitares comme sur les voix. Là encore, rien d'exotique. Pas de chaîne complexe, pas de pédale empilée, juste un ampli qui respire et un jeu très dynamique. Enfin, pour la prise de son, Klink utilise une méthode simple et éprouvée. Un Shure SM57 devant le baffle. Quand on parle du son de Guns N' Roses, on pense immédiatement à Slash. Mais en réalité, l'équilibre du groupe repose énormément sur Izzy Stradlin. Izzy, ce n'est pas le guitar héros, ce n'est pas le solo flamboyant, c'est le socle. À l'époque d'Appetite for Destruction, Izzy Stradlin joue principalement sur des guitares semi-holo, une Gibson ES 175 et une Gibson ES 335. Des guitares qu'on associe plus volontiers au jazz ou au blues. Et pourtant, entre ses mains, elles deviennent sales, nerveuses, dangereuses. Côté amplification, là encore, pas de sophistication. Des amplis Marshall, peu ou pas d'effet. Un son souvent moins saturé que celui de Slash. Pourquoi ? Parce que le rôle d'Izzy, ce n'est pas d'occuper l'espace, c'est de le structurer. Son jeu est très rythmique, très inspiré du punk et du rock'n'roll des Stones, basé sur des accords ouverts, des renversements, des voicings simples mais efficaces. Dans Sweet Child O' Mine, pendant que Slash déroule ses arpèges, Izzy ancre le morceau au sol. Il rend l'ensemble crédible, humain, physique. Et c'est là que le contraste est fondamental. Slash apporte la mélodie suspendue. Izzy apporte la réalité du bitume. Sans Izzy, le riff serait peut-être beau, mais il ne serait pas dangereux. Le riff de Sweet Child O' Mine, c'est presque l'archétype du riff rock. Et justement, ce n'est pas la conceptualisation d'une harmonie, pas le résultat d'un choix théorique, pas une progression pensée sur le papier.
c'est tout l'inverse. C'est une composition viscérale. Il faut que ça remue les tripes. Il faut que ça sonne à l'oreille. On n'analyse pas, on écoute. Et si ça sonne, alors c'est bon. Slash ne se dit pas « je vais jouer tel arpège ». Il joue, ça sonne, et il continue. Easy arrive derrière, il ne calcule pas une harmonie, il n'intellectualise pas. Il empile des accords qui lui paraissent évidents, naturels, parce que l'oreille dit oui. Et Guns N' Roses fonctionnait comme ça, à l'instinct. Et tu sais, moi, j'aime comprendre d'où vient la musique, ce qu'elle est, comment on peut l'analyser, la décortiquer, la passer sous la loupe. Mais j'ai aussi mon côté Mr. Loud, celui qui aime créer sans contrainte, juste à l'instinct. Et au fond, il n'y a pas une meilleure école que l'autre. Les deux se valent. Et je dirais même plus, elles devraient se compléter. On peut commencer une chanson en cherchant ses marques dans la théorie, poser un cadre et ensuite se laisser aller à l'improvisation. Ou au contraire, partir d'une idée brute, instinctive et analyser après coup ce qu'on a fait. Il n'y a pas une vérité unique, il y a plusieurs chemins pour y arriver. Avant d'aller plus loin, je te rappelle que tu trouveras le GP, les tabs et le backing track sur mon site drfredmrloud.com. Tu trouveras le lien en description. Alors ce Ré majeur, accident, on va voir que c'est plus subtil et beaucoup plus intéressant. Sweet Child of Mine est enregistré un demi-ton plus bas, en mi bémol. Mais pour que tout le monde s'y retrouve, je vais le jouer et l'analyser en standard. Regardons maintenant le riff d'introduction. Les notes qu'on entend au départ sont Ré, Mi, Fa dièse, Sol et La. Autrement dit, les 5 premières notes de la gamme de Ré majeur. Quand le reste du groupe entre, l'accord qui s'impose clairement, c'est Ré majeur. Donc, instinctivement, on pourrait se dire, ok, le morceau est en Ré majeur. Et si on ouvre une partition officielle, par exemple sur un site comme Sheet Music Direct, c'est exactement ce qu'on voit. Une armure de Ré majeur avec Do dièse, Fa dièse et Do dièse. Sauf que si on écoute attentivement le riff d'introduction, on se rend compte qu'il ne joue ni le Si ni le Do dièse. Autrement dit, il n'utilise pas la gamme complète de Ré majeur. Donc oui, une partie de Ré majeur est là. Oui, la musique est clairement centrée sur Ré, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Regardons maintenant les accords. On trouve Ré majeur, Do majeur et Sol majeur. Et là, il y a un problème théorique évident. L'accord de Do contient un Do naturel, alors que la gamme de Ré majeur contient un Do dièse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si vous avez déjà un peu touché à la théorie musicale, vous reconnaissez tout de suite que Ré, Do et Sol sont en réalité les 3 accords majeurs de la gamme de Sol majeur. Sol est le degré 1, Do est le degré 4 et Ré est le degré 5. La progression Ré, Do, Sol, Do, Ré correspond donc à 5, 4, 1, 5, mais dans la gamme de Sol majeur. Et pourtant, malgré ça, la sensation de maison, le point de repos, resterait. Et c'est là qu'on entre dans la notion de mode. Quand on utilise une gamme majeure, mais qu'on se centre non pas sur son premier degré, mais sur son 5e degré, on parle du mode mixolydien. Ici, comme ce 5e degré est Ré, on parle donc de Ré mixolydien. La différence entre Ré majeur et Ré mixolydien est très simple. En Ré majeur, le 7e degré est Do dièse. En Ré mixolydien, c'est Do naturel. Même si ce Do naturel n'apparaît pas dans le riff principal, on commence à l'entendre dans certains solos du morceau. C'est pour ça qu'on peut dire que la gamme principale utilisée est bien Ré mixolydien, même si elle n'est pas entièrement exposée dès l'introduction. Dans le second solo, toujours centré sur Ré, Slash complète clairement la couleur en utilisant à la fois le 7e degré bémol, Do, et le 6e degré Si.
On peut donc résumer la progression ainsi. 1, 7 bémol, 4, 1, avec Ré comme tonique, Do comme septième bémol et Sol comme 4. Alors pourquoi la partition officielle continue-t-elle d'indiquer une armure de Ré majeur? Tout simplement parce que la notation musicale traditionnelle privilégie une tonalité majeure ou mineure, basée sur l'accord principal et ignore le mode quand il est utilisé. Concrètement, ça veut dire que chaque fois qu'un Do naturel apparaît, on ajoute un bécard pour corriger le Do dièse implicite de Ré majeur. Et voilà comment, après coup, la théorie vient expliquer quelque chose qui, à l'origine, n'a pas été pensé de manière théorique. Allez mes petits riffologues, maintenant qu'on a vu l'harmonie, on va passer à l'expérimentation. Déjà, les 3 accords qui vont nous servir de base. Le Ré, le Do et le Sol. Voilà. La rythmique tourne autour de ces 3 accords. Deuxième expérimentation, l'arpège de slash. Donc, on commence, 12e case, corde de Ré. 15e case, corde de Si. 14e case, corde de Sol. 12e case, corde de Sol. 15e case, corde de Mi. 14e case, la corde de Sol. 14e case, corde de Mi. 14e case, corde de Sol. Et voilà le schéma. À chaque fois, chaque variation va être jouée 2 fois. Donc, deuxième variation. C'est exactement le même schéma, mais la première note qui sera jouée sera ici à la 14e case. Donc, le premier schéma, on le jouait à la 12e, sur la corde de Ré. Sur le deuxième schéma, on va le jouer à la 14e case, toujours de la corde de Ré. Enfin, le dernier schéma, qui est joué 2 fois, lui, va être joué à partir de la 12e case de la corde de Sol. Voilà. Donc, 3 schémas qui se répètent, mais à chaque fois avec une note de démarrage qui est différente. Donc si on le joue en entier. Voilà. À la fin de l'intro, il y a un petit gimmick qui va faire la transition entre l'intro et le début de la chanson. Ici, on est à la 12e case de l'accord de Mi, 14e case de l'accord de Sol, 15e case ici de l'accord de Si, la 14e case de l'accord de Mi, 15e case de l'accord de Mi. On a toutes les notes en fait qui vont être utilisées. Et ce qu'on va faire, c'est ce mouvement de balancier. Et on finit
sur la 15e case de l'accord de si. Voilà. Maintenant, on a tout pour pouvoir jouer ce riff cultissime. Alors, Ré majeur, accident ou inspiration heureuse? J'espère que la dissection de ce riff culte t'a été utile. Et si tu veux continuer à comprendre pourquoi certains riffs traversent le temps, abonne-toi à Riffologie Culte.